Coucou, bienvenue dans ce deuxième épisode à propos de la peur de l'engagement. Dans cet épisode, je vais te parler des fois où c'est plus compliqué à repérer cette peur de l'engagement, parce que c'est une situation que j'ai vécue, qui a été souffrante pour moi, et que c'est des situations desquelles on peut sortir avec une estime de soi vraiment dans les chaussettes. Et j'aimerais t'éviter ça. Et si je te parlais d'amour ? Ça t'est déjà arrivé, toi, de te demander comment font les autres qui arrivent à construire une belle histoire d'amour ? Ou alors d'enchaîner les relations au bout desquelles tu tombes toujours du carrosse de l'amour, te retrouvant seul encore une fois au bord du chemin ? T'as déjà eu l'impression que quelque chose cloche chez toi, ou t'as déjà eu peur que les choses se reproduisent encore ? Peur de pas faire les bons choix ? Que tu sois célibataire ou en couple, si tu t'es reconnu, alors c'est que tu es au bon endroit. Nous rencontrons tous à un moment ou à un autre des difficultés en amour, parce qu'on nous a bercé de beaucoup de choses fausses à ce sujet. Et il y a toujours un moment où cette personne si proche de nous vient toucher quelque chose de sensible en nous, une blessure. Bienvenue sur L'amour n'est pas un conte de fées, le podcast qui va t'apporter des clés essentielles sur les dynamiques amoureuses et t'aider à voir la merveille que tu es, pour que tu te sentes légitime de vivre cette belle histoire d'amour dont tu rêves, plus inspirante et plus épanouissante. Je suis Amandine, ta coach en intelligence amoureuse, et ça me tient à cœur de te partager tout ça parce que l'amour a toujours été mon sujet de prédilection. Et je pense que tout le monde a le droit de croire en sa magie. On y va ? Tu me suis pour laisser tes freins dans le passé ? Pour commencer, je vais te rappeler les grandes lignes de l'épisode précédent à propos de la peur de l'engagement. Mais si tu as envie d'en savoir plus, je t'encourage à aller écouter l'épisode 42. Donc la peur de l'engagement, elle peut se manifester à différents stades de la relation, c'est-à-dire soit dès la rencontre, soit après la première intimité, le premier rapprochement sexuel, soit quand la relation est belle et que c'est le moment d'aller plus loin, de projeter des choses plus engageantes pour la relation, ou après l'engagement en lui-même, c'est-à-dire après s'être installé ensemble, après un mariage ou ce genre de choses. Pour celui qui porte la peur de l'engagement, c'est un conflit interne entre le besoin d'aimer et d'être aimé et cette peur d'aimer qui lui donne envie de prendre la poudre d'escampette. Ça génère des réactions émotionnelles chez cette personne, souvent incontrôlables, et quand c'est pas pris en charge, ça continue à faire des réactions incontrôlables où la personne ne comprend d'ailleurs pas forcément ce qui lui arrive. Et pour celui qui est en face, ce qui est hyper important, c'est de savoir que il n'est pas en cause et qu'il est simplement l'élément déclencheur et la représentation du problème, de cette peur. Si tu es la personne en face, ça peut être très compliqué comme relation, quel que soit ce que toi tu vas investir dans la relation. Alors si tu vis ça ou si tu as vécu ça, je te comprends parce que je l'ai vécu aussi. J'ai été dans une relation en face de quelqu'un qui avait peur de l'engagement et ça a été très souffrant pour moi. Je me suis beaucoup remise en question. Et parfois, quand comme moi, on a un biais d'engagement qui est très très fort, on va justement tomber face à quelqu'un qui a peur de l'engagement. Quand je parle de biais de l'engagement, en fait, je parle d'un biais cognitif. Un biais cognitif, c'est quoi ? C'est des mécanismes de notre cerveau qui influencent nos prises de décision. Ça nous empêche souvent de voir les choses telles qu'elles sont. Ça va faire qu'on va empirer une situation ou l'embellir, ou en tout cas on va se mentir, et ça va biaiser notre réflexion. Il faut savoir que ces biais d'engagement, on ne peut pas ne pas en avoir. Ils nous aident aussi
à prendre des décisions sans dépenser trop de temps et trop d'énergie. Donc ils sont plutôt utiles en soi, mais parfois ils sont trop forts et c'est dans ces moments-là qu'ils nous entravent. Alors je parlais du biais d'engagement, je crois qu'en réalité le vrai terme c'est le biais de l'escalade d'engagement. Ça va faire qu'on va persister dans une mauvaise direction. Ça veut dire que même si on se rend compte que la relation, elle avance pas, ou elle avance pas du tout d'ailleurs, ou qu'elle avance pas correctement, on va rester plus longtemps que nécessaire dans une situation, dans une relation, alors même qu'on constate que ça ne nous convient pas. Aujourd'hui, je vais donc te parler des fois où cette peur de l'engagement, elle est plus difficile à repérer. Et je vais te partager mon histoire par rapport à ça. On est début 2021 à l'époque et je commence à échanger sur un site de rencontre avec un homme et tout de suite on a une très belle connexion intellectuelle et émotionnelle. On parle de plein de choses et il me montre tout de suite des signes qui sont plutôt des signes qui me montrent qu'il est prêt à s'engager dans la relation avec moi par des messages pluriquotidiens qu'il met en place lui ou moi, mais en tout cas c'est équilibré. Il me propose de me voir, il vient me voir alors même que on est à distance et que c'est une période pas évidente pour se déplacer parce que on est au moment du couvre-feu et du confinement. Il exprime ses sentiments, ce qu'il ressent par rapport au fait qu'on soit rentré en contact. Il se montre ouvert émotionnellement, il me parle de sa vie. Il fait même des projets à titre personnel, mais où il me pose la question pour m'inclure finalement dans la réflexion, ce qui fait que je sens son engagement par ce biais-là. Et puis, un autre aspect qui est pas négligeable, c'est que il a eu des relations longues, entre 7 et 10 ans avant moi, donc ce qui me laisse plutôt supposer que c'est quelqu'un qui est prêt à s'engager. Et moi, je suis tellement heureuse en fait dans cet échange-là, dans tout ce qui se passe. Je trouve ça assez incroyable et je suis ravie d'avoir fait cette rencontre. Donc on se rencontre et puis je suis moi un petit peu en retrait, mais lui il est très dans la séduction à mon égard, très dans l'engagement comme je l'ai dit, et on commence une histoire en fait, même si moi je suis un peu en retrait sur le coup et que je sais pas vraiment où ça pourrait nous mener cette histoire, mais on commence une histoire. Et donc il y a pas mal de choses assez fortes qui se passent dans ces 3 premiers mois de relation, parce que moi je vais me dévoiler dans tous les aspects qui me composent, autant ceux que je trouve chouettes que ceux que je trouve moins chouettes. Il va être là à tous les moments, c'est-à-dire il va accueillir tout ce qui se passe. On communique énormément, il est très compréhensif, patient, affectueux, il exprime ses sentiments, il se montre vulnérable aussi. Il me parle de ses peurs ou de ses blessures, des choses difficiles qu'il a traversées dans sa vie. Et les moments très très forts, ils arrivent notamment à des moments où je lui dévoile des choses dont je suis pas très fière, où il me dit que oui, il le sait, il s'était déjà rendu compte de ça, et moi je me dis waouh, mais en fait il est là quand même. Il m'aime quand même, donc avec tout ce qui me compose. Et puis au début de notre histoire aussi, il décide de se faire accompagner sur un sujet qui est en lien avec le couple, ce qui me laisse supposer qu'en fait il a envie de dépasser certaines choses pour que notre relation elle puisse fonctionner. Bref, lui il semble imperturbable par rapport à ses sentiments. Je le sens comme un vrai pilier en face de moi. Et moi, je me sens pleinement aimée dans tous les aspects de moi. Je sens qu'il me fait de la place dans sa vie. Tout ça, c'est extrêmement agréable à vivre et
ça me met en confiance. Au bout de 3 mois, je vais enfin décider d'ouvrir mon cœur parce que ça fait déjà quelques semaines que je dois bien admettre que je ressens quelque chose pour cet homme. Et finalement, je décide de lui ouvrir mon cœur et de lui ouvrir pleinement mon cœur. Mais à ce moment-là, il y a une sorte de retrait immédiat de sa part. Ça va être un retrait émotionnel. Il va être moins ouvert à mon égard. Il va rejeter mon rapprochement quelque part, parce que quand je vais lui dire des belles choses, il va les éviter, les refuser. Il y a aussi un éloignement intime qui commence à se mettre en place. C'est-à-dire que dans notre intimité, il est aussi moins ouvert émotionnellement. Et tout ça, c'est des choses que je sens tout de suite. Et à ce moment-là, je me dis, merde, j'ai loupé le coche. Je me dis que j'ai attendu trop longtemps pour ouvrir mon cœur, que il a peut-être perdu confiance en ma capacité à m'investir dans la relation. Et en même temps, je sais on a des courbes d'attachement différentes en général chez les hommes et chez les femmes. Il y a des tendances différentes. Je t'en parlerai dans un futur épisode. Alors, quelque part, je me dis, ok, j'ouvre mon cœur, lui, il prend un retrait. Peut-être qu'il y a quelque chose de normal. Mais à partir de cet instant, en fait, de l'instant où j'ouvre mon cœur et où lui, il se met en retrait, on peut dire que le piège se referme sur moi. Parce que je vais plus jamais cesser, à partir de cet instant-là, de tout faire pour retrouver l'homme que j'ai rencontré. Et c'est là que le biais d'engagement, il se met en place. C'est qu'une fois que je me suis engagée, j'ai beaucoup de peine à me désengager de ça, même si je constate que la relation, elle n'est pas ce que je souhaiterais qu'elle soit. Au passage, il y a un deuxième biais cognitif qui rentre en compte ici sans doute, c'est ce qu'on appelle le biais d'aversion à la perte. C'est-à-dire qu'on a horreur de perdre quelque chose et qu'on va mettre plus d'énergie pour ne pas perdre quelque chose que pour gagner quelque chose qui serait mieux pour nous, par exemple. Donc, c'est la dégringolade à partir de ce moment-là. Il s'éloigne émotionnellement et puis au bout d'un certain temps, on parvient quand même à se rapprocher. Et après ce rapprochement, quelques jours après seulement, il va y avoir un clash. Il va se mettre en colère sur un détail et puis décider de quitter la relation. Et ça va être un schéma répétitif. C'est-à-dire que par la suite de l'histoire, chaque fois qu'on va se rapprocher ou chaque fois qu'on va faire des projets constructifs pour notre couple, il va y avoir un clash 3 ou 4 jours plus tard. D'ailleurs, souvent, c'est les deux en même temps, c'est-à-dire c'est à la fois le rapprochement et les projets constructifs, parce que c'est quand on se rapproche qu'on fait des projets constructifs et que ça vole en éclats derrière. Ça arrive aussi à l'arrivée de moments qui sont importants pour moi. Par exemple, mon anniversaire. C'était un moment que je me réjouissais de partager avec lui et certainement qui pour moi était entre guillemets une sorte d'étape, mais d'étape de la relation. C'est peut-être un peu bizarre de le dire comme ça, mais en tout cas c'était un moment que je me réjouissais de partager avec lui, et le fait qu'on partage un moment spécial pour mon anniversaire, pour moi ça rentrait dans l'évolution de notre couple aussi. Et il est parti juste la veille. Donc on rentre un peu dans des paniques mutuelles. Lui, il part dès que ça va bien.
Moi, quand ça va pas, je suis en panique, mais quand ça commence à aller bien, j'ai peur que ça dure pas. Donc on rentre dans un schéma vraiment très compliqué par rapport à ça. Mais après chaque clash, on va pouvoir discuter en profondeur. On apprend à se comprendre mutuellement et à se comprendre individuellement aussi sur nos réactions. On peut énormément en parler et on comprend même plus de choses en parlant tous les deux que si on reste chacun dans notre coin. Donc finalement, je vois pas le problème. Je me dis, ok, ça fait peut-être partie des frictions un peu normales au sein du couple et ça nous fait grandir. Donc je ne vois pas le problème. Mais en réalité, c'est un leurre tout ça. Parce que il cherche à comprendre ses réactions incontrôlées, il peut se rattacher notamment à des blessures de l'enfance, des trucs qui ont été touchés dans nos échanges, il peut le comprendre, il peut me l'expliquer, moi je peux le comprendre aussi. Et il semble qu'on grandisse mutuellement et individuellement. Mais c'est là qu'il y a un leurre en fait, c'est qu'on grandit finalement surtout individuellement, mais la relation, elle ne grandit pas dans le sens où, en soi, elle ne progresse pas, la relation. Et c'est ce que je te disais au premier épisode, ce qui est important surtout, c'est de se rendre compte que la relation progresse. Et moi, je suis accrochée à cet homme du début. Et j'ai toujours dans un coin de ma tête la manière dont je l'ai rencontré et que j'ai peut-être loupé le coche. Pour moi, c'est donc inacceptable d'abandonner à ce moment-là parce que c'est comme si j'avais besoin, moi, ou je croyais que c'était à moi, en fait, de réparer quelque chose et de lui redonner confiance dans ma capacité à moi de m'engager dans cette relation. Mais concrètement, comme je te disais, ça n'avance pas. Je ne rencontrerai jamais ses enfants parce qu'il y a eu 2 épisodes où je devais les rencontrer et que il a explosé avant. Il rencontrera jamais mes parents et mes amis non plus. Donc c'est dur à détecter dans ces cas-là, la peur de l'engagement. Parce que rien ne laissait présager ça d'entrée de jeu. Du moins pas en surface, mais je vais y revenir. Rien ne laissait présager ça parce qu'il avait l'air d'être quelqu'un qui s'engageait. C'est difficile aussi parce qu'on a tendance à se remettre en question quand on est face à quelqu'un qui a l'air de s'engager. On se dit forcément que c'est peut-être nous qui avons fait quelque chose qui joue pas et qui fait que la personne, elle va changer d'attitude et de comportement. Et puis là où c'est difficile aussi, c'est que c'est pas au premier couac qu'on peut généraliser et qu'on peut tout de suite en déduire une peur de l'engagement. Et puis ce qui fait que c'est difficile aussi à repérer, c'est que la communication, elle est là. Finalement, on apprend à se connaître chaque jour, donc on n'a pas l'impression de stagner dans la relation. Ce qui fait que on se rend compte souvent qu'après coup, en prenant vraiment de la hauteur, qu'en fait la relation en soi, elle ne progresse pas. La progression, elle est au niveau d'apprendre à se connaître, de se comprendre mutuellement et individuellement, mais elle n'est pas au niveau de la relation. Et puis, sans doute, un paramètre qui a été difficile pour moi à repérer là, c'est que, de par mon métier, je peux comprendre les blessures de l'enfance et leurs conséquences. Et ce qui est hyper important, c'est que comprendre, ça veut pas dire qu'on doit accepter une situation. Donc, effectivement, je peux comprendre ce qui se joue chez lui sans être OK de vivre cette situation. Et ça, j'ai mis un moment à faire mon chemin par rapport à ça. Quels sont les red flags que je n'ai pas voulu voir ou que je n'ai pas vu parce qu'on pouvait pas forcément les voir tout de suite? C'est essentiellement des sabotages, ok? Le retrait émotionnel, la perte de libido de son côté, les crises de colère pour des trucs qui n'en valaient objectivement pas la peine,
les changements dans la manière dont il passait ses nuits avec moi. J'ai parlé de ça en exemple dans le premier épisode sur une femme qui racontait que elle savait que son homme allait prendre la fuite parce qu'il changeait d'attitude la nuit pendant qu'il dormait avec elle. Et ça, c'est des choses que j'ai connues aussi. Donc sa fermeture émotionnelle, autant émotionnelle dans l'échange que dans la sexualité. Et puis, je t'ai dit tout à l'heure qu'au début de notre relation, il avait décidé de se faire accompagner sur quelque chose en rapport avec le couple, de faire un accompagnement psy par rapport à ça. Et en fait, plus la relation avançait, plus il espacait ses séances de psy, et quand il y allait et qu'il avait envie de me partager ce qui s'était passé pendant la séance de psy, je me suis rendu compte, et je lui ai fait remarquer d'ailleurs un jour, qu'il ne parlait plus jamais de ce qui se passait dans la relation avec moi. Donc il était parti sur d'autres sujets. Et tout ça, c'est des petits détails en fait, donc c'est pas un détail en lui-même qui met forcément la puce à l'oreille, c'est comme l'accumulation des choses qui met la puce à l'oreille. Et si je veux regarder plus loin sur les red flags, c'est qu'au début, sans doute, il y avait trop de démonstrations d'engagement de sa part, trop vite. Pour ça, je te conseille plutôt, quand tu es dans cette situation, de mettre un peu les freins. Alors, même si moi, je les ai mis au début, les freins, ça n'a pas suffi, mais sans doute que ça aurait été plus aidant de s'ouvrir moins vite au moment où j'ai décidé de m'ouvrir. Donc, en tout cas, le fait d'avoir trop de démonstrations d'engagement trop vite, ça peut être aussi un red flag. Alors, ce que je te propose de retenir, c'est que quelqu'un qui est prêt à tout pour te séduire trop vite peut justement être celui qui manifestera une peur de l'engagement plus tard. Toute proportion gardée, évidemment, parce que dans les courbes d'attachement homme-femme, en général, monsieur est plutôt à déployer plein de choses pour séduire madame au début de la relation. Donc, toute proportion gardée. Mais s'il y a trop de choses trop vite et trop d'engagement trop vite, ça peut être suspect. D'ailleurs, je te prends une citation à ce propos-là qui sort du livre « Ces hommes qui ont peur d'aimer » de Stephen Carter et Julia Sokol. C'est une phrase qui est dite par un homme qui a peur de l'engagement. Et il dit « Si je pouvais donner un conseil aux femmes, je les aviserais de prendre garde à l'homme qui en fait trop au début, car aussi prompt puisse-t-il être à déclarer sa flamme, aussi pressé peut-il se montrer de battre en retraite. » Je pense que c'est parlant. Donc ce que j'aimerais que tu retiennes aussi, c'est que si tu es ou si tu as été dans cette situation ou dans une situation similaire, c'est normal que tu ne vois pas les premiers indices, parce que ça va s'installer insidieusement. Et tu n'es pas en cause, il n'y a rien qui cloche avec toi. Donc ce que tu peux juste faire, c'est devenir attentive à ce qui est en train de se passer, pas forcément t'enflammer au premier truc, mais être attentive. S'il y a des reproductions de schémas, s'il y a des choses qui reviennent, s'il y a des accumulations d'indices. La meilleure manière de pas s'enliser dans ce genre de relation, c'est simplement de reconnaître honnêtement que ce que tu as vu ou ce que tu as cru au début de la relation n'est plus d'actualité. Et à ce moment-là, tu as deux solutions. Soit la personne en face de toi, elle est consciente de ce qui lui arrive et elle décide de faire un travail profond sur elle. Et à ce moment-là, tu peux, si tu le souhaites, donner une chance à la relation en te posant des limites. Soit tu peux décider de quitter la relation parce que toi, tu veux construire quelque chose avec quelqu'un et que vraisemblablement, là, ça risque d'être compliqué. Ce que tu peux retenir aussi, c'est que si quand tu ouvres ton cœur, l'autre devient hargneux, critique ou alors qu'il s'éloigne physiquement ou émotionnellement, tu dois rester attentive à ce qui est en train de se passer. Tu dois être attentive aussi aux actes, si les actes sont corrélés avec les paroles, car il peut bien y avoir les plus belles paroles du monde et il peut même les penser. Il va pas pouvoir nécessairement les assumer dans les actes. Autre chose à savoir, c'est que quand une personne qui a peur de l'engagement s'éloigne, la peur va diminuer parce que elle va se retrouver loin de toi. Et du coup, il va pouvoir se reconnecter à ses sentiments.
à ses sentiments pour toi, à l'importance que tu as dans sa vie, et vu que son niveau de panique va baisser, tu vas lui manquer. Et c'est dans ces moments-là qu'il revient. C'est pour ça que souvent, avec les personnes qui ont peur de l'engagement, il y a un peu des allers-retours comme ça. Mais une fois qu'il se sera rapproché de toi, la peur, elle va remonter. Et surtout si tout va bien entre vous, puisque le phobique de l'engagement, il va rester dans une relation quand elle fonctionne pas, en fait. Par contre, quand elle fonctionne, il va s'en aller. Contrairement à la logique, plus il va y avoir de sentiments, et plus la personne qui a peur de l'engagement, elle va penser que la personne en face d'elle est bien pour elle, est faite pour elle, qu'elle pourrait s'épanouir dans une relation avec elle, plus la peur va être grande, et plus elle va avoir tendance à fuir. Et puis la dernière chose, c'est que des fois, ça se passe bien dans les relations à distance avec ces gens-là, parce que la distance, en fait, elle permet de ne pas être trop face à la peur. Donc c'est aussi une des choses qui fait que ça peut être difficile à repérer, c'est que si on commence une relation à distance avec quelqu'un, tout peut très bien se passer tant qu'on est à distance. Et puis quand, à un moment donné, par l'évolution de la vie, on décide de se rapprocher géographiquement ou de vivre ensemble, c'est là que la peur, elle peut aussi se réveiller. En conclusion, un trop fort engagement au début de la relation, ça peut cacher une peur de l'engagement qui se réveillera plus tard. Dans cet épisode, j'ai essayé de te donner plein d'indices différents de là où tu peux repérer cette peur, même quand c'est pas évident, même quand c'est pas facile. Avant de te laisser pour aujourd'hui, j'aimerais te rappeler 2 livres dont j'ai parlé dans le dernier épisode. Je te remettrai les références dans les notes d'épisode. Donc c'est Ces hommes qui ont peur d'aimer de Stephen Carter et Julia Sokol qui parlent de la peur de l'engagement. Et puis en regard, Ces femmes qui aiment trop de Robin Norwood qui parle plutôt de l'aspect dépendance affective, sachant que ça peut être des profils qui vont s'attirer, peur de l'engagement et dépendance affective. D'ailleurs, la semaine prochaine, je te ferai un épisode sur la dépendance affective. Et je te laisse pour aujourd'hui. Si tu m'as écouté jusqu'au bout, je te dis un grand merci. Et si tu penses que cet épisode peut aider quelqu'un de ton entourage qui est peut-être dans une situation similaire, s'il te plaît, partage-le et aide-moi à faire connaître ce podcast. À la semaine prochaine. Bye bye!